Bonjour à tous. Alors, je vous propose déjà juste de vous informer sur quelques petits cas pratiques. Donc, vous aurez un chat à votre disposition sur votre droite. N'hésitez pas à vous en servir pour, voilà, nous poser des questions ou tout autre. Sachant que, voilà, pour toute la partie questions, on aura, bien sûr du temps, en fin de présentation pour pouvoir y répondre. Vous verrez que vous aurez également accès à un petit sondage très facile. Donc voilà, si vous souhaitez, vous pourrez, tout à fait y répondre. Alors, je vous propose de commencer notre webinaire qui traite du sujet des données de santé et notamment des obligations et des critères de sélection pour trouver un hébergement HDS de confiance. Donc, avant d'attaquer, on va quand même se présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Michael Tracol, je suis ingénieur avant-vente chez Access. Je suis plutôt de base technique et également aujourd'hui, j'accompagne en fait l'ensemble de nos partenaires et de nos clients sur toutes nos offres d'hébergement et notamment nos offres d'hébergement de santé. Et pour ce webinaire, je serai accompagné d'Aurélien. Bonjour à tous, je suis le responsable de la sécurité des systèmes et de l'information chez Access Online. Alors rapidement, pour vous présenter un petit peu la société Access, aujourd'hui au niveau du groupe Access, on est divisé en 3 pôles d'expertise, avec un pôle plutôt dédié au cloud computing, où on va traiter de tout ce qui est hébergement, intégration, tout ce qui est cloud, tout ce qui est service managé, DevOps. Ensuite, on a un pôle qui est sur la partie édition de logiciels, donc on est nous-mêmes éditeurs sur plusieurs métiers différents, notamment dans la santé au travail, mais également dans l'éducation, la formation et la dématérialisation. Et enfin, un dernier pôle qui est plutôt un pôle axé service, où on va proposer des services de conseil, de la formation et également toute une partie développement web open source, notamment avec Drupal, sur lequel on est très bien implémenté. Donc c'est une société qui a plus de 20 ans d'expertise sur ces domaines-là et qui a généré à peu près 31 millions de chiffre d'affaires sur 2022. Comme vous pouvez le voir, on dispose de 3 data centers souverains sur Nanterre, Saint-Denis et Lyon. Et plusieurs certifications et partenariats, notamment les certifications ISO 27001 HDS, pour lesquelles on va développer sur ce webinaire, et également beaucoup de partenariats, notamment VMware, StormShield, Cisco et autres. Donc sur ce webinaire, comment ça va se passer un petit peu en termes d'organisation? Donc on va vous présenter un petit peu ce qu'est l'HDS de manière assez globale, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout. On parlera ensuite de toute la partie niveau de certification et voilà, quoi elles sont importantes. Une petite partie sur le cadre légal, sur tout ça, la partie HDS, c'est quand même important d'en parler sur un sujet important comme celui-ci et promis, on essaiera d'aller assez vite. Et enfin, 2 dernières parties, comment choisir son hébergeur de données de santé? On essaiera de vous donner quelques pistes, et astuces pour trouver ça. Et ensuite, quelles sont les étapes, et les erreurs à éviter lors de la mise en place d'un hébergement HDS? Très bien, donc je vais prendre la main pour la partie descriptive d'HDS. Donc quand on parle d'HDS, de quoi parle-t-on? Alors HDS est l'acronyme pour hébergement de données de santé. Lorsqu'on parle de données de santé, on parle de données de santé à caractère personnel. L'hébergement de ces données à caractère personnel, de ces données de santé à caractère personnel, est en France soumis à réglementation. Et cette réglementation prévoit que les hébergeurs doivent être soumis à une certification, c'est-à-dire certification à être conforme à un référentiel dit référentiel HDS, qui est publié par l'Agence numérique en santé, donc l'ANS. Ce référentiel HDS est constitué en fait de l'agrégation d'un certain nombre d'exigences de sécurité qui émanent de référentiels existants, mais en tout état de cause, le cœur de ce référentiel impose que l'hébergeur de données de santé à caractère personnel soit déjà préalablement certifié ISO 27001 au périmètre des services et des prestations d'hébergement qu'il souhaite voir certifiés HDS. À ce cœur de normes ISO 27001 vont se rajouter un certain nombre d'exigences
qui émane entre autres de l'ISO 20000. Certains d'entre vous ont entendu parler de l'ITIL. Donc c'est grosso modo les procédures et process qualité autour de l'infogérance et de l'exploitation au sens large. Les normes ISO 27017 et 27018 qui a trait à l'hébergement dans des environnements cloud de données. Et à cela vient s'ajouter un certain nombre d'exigences spécifiques qui sont liées à la réglementation santé et aux dispositions particulières que a souhaité imposer le législateur à ce marché réglementé. Un certain nombre de points à bien prendre en compte dans le cadre de cette norme. C'est, je le disais tout à l'heure, si l'hébergeur HDS doit être préalablement certifié ISO 27001 sur son service, il est bien entendu que le périmètre de certification ISO 27001 doit inclure le périmètre de certification HDS. Par ailleurs, l'hébergeur de données de santé a obligation d'informer son client que le client est tenu de respecter la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Donc ça, c'est un référentiel de sécurité qui s'adresse à l'ensemble des organisations qui seraient susceptibles de mettre en œuvre des systèmes d'information de santé. Ce référentiel est disponible en accès libre sur le site de l'ANS. C'est un document qui est assez complet, un document à tiroir et qui doit servir de cadre de référence pour quiconque développe ou met en œuvre des systèmes d'information de santé, au-delà du fait d'aller chez un hébergeur lui-même certifié HDS. À noter également que le fait d'être certifié HDS n'implique pas que le transfert de responsabilité au titre de la responsabilité du traitement des données au sens du RGPD incombe à l'hébergeur. C'est-à-dire que dans bien des cas, le client de l'hébergeur qui met en œuvre le système d'information en général il reste le responsable de traitement au sens du RGPD. Alors, lorsqu'on parle d'hébergeur de données de santé, le terme hébergeur est un terme qui est bien imprécis et afin de lever un certain nombre d'ambiguïtés, l'ANS a décidé dans son référentiel de distinguer 6 niveaux de service, 6 classes de service pour déclarer ce qu'on appelle un service d'hébergement. Ces 6 classes sont regroupées en deux sous-ensembles. Les 2 premières classes attrait principalement à des services d'hébergement de nature physique et les classes supérieures, donc les classes de 3 à 6, sont considérées comme étant des classes qui apportent un service supplémentaire et qui se rapprochent plutôt des métiers de l'infogérance. Donc, quand on essaye de faire un mapping entre les classes de services telles que présentées par la ANS, que l'on voit là sur la présentation à gauche, et des offres de services classiques que l'on trouve chez des cloud providers, grosso modo, les classes 1 et 2 vont, je le disais tout à l'heure, avoir attrait à des fournitures de services principalement physiques. Classe 1, c'est principalement de l'hébergement sec en data center. La classe 2, c'est de l'hébergement sec auquel est adjoint la fourniture du hardware. Alors, dès qu'on passe dans les classes supérieures, la notion de cloud opéré commence à arriver, puisque en classe 3, grosso modo, on va voir plutôt arriver la notion d'infrastructure as a service. Classe 4, plateforme as a service, donc c'est du IaaS intégré. Et puis classe 5, alors là arrive un service d'infogérance, c'est-à-dire qu'au-delà de fournir
les environnements d'exécution, le stockage, la sauvegarde et les moyens de transport réseau. La classe 5 embarque l'infogérance du système d'information. Et puis la classe 6, dernièrement, s'apparente principalement à du SaaS, puisqu'on parle de services clés en main. Alors, s'agissant de l'ANS, le seul service qui pour le moment a été prévu, c'est de la sauvegarde opérée par l'hébergeur certifié HDS. Juste un petit point d'attention, vous pourrez remarquer qu'entre les classes 3 et 4, il semble qu'il n'y ait pas forcément un mapping cohérent entre IaaS et PaaS et ce qui est indiqué dans les schémas produits par l'ANS. Alors sachez que rien que sur le site de l'ANS, cette information, enfin les classes 3 et 4 ont tendance à s'intervertir l'une l'autre dans la documentation qui est maintenue par l'ANS. Voilà. Alors, quand on est, quel est le cadre qui impose d'aller voir un hébergeur certifié HDS? Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand on est amené à traiter des données de santé à caractère personnel. Alors, les données de santé à caractère personnel, les DSCP, qu'est-ce qui les caractérise? La première chose, c'est que déjà, il s'agit de données personnelles. À ce titre-là, ces données doivent impérativement être traitées dans le cadre du respect du règlement général de protection des données personnelles. Et donc, l'intégralité des exigences qui sont portées par cette réglementation sont applicables au traitement de ces données. Mais évidemment, on ne parle pas uniquement de données personnelles, on parle de données de santé. Et donc, aux dispositifs réglementaires issus principalement du RGPD, s'adjoignent un certain nombre de directives qui émanent du Code de la santé publique et qui vont imposer un certain nombre d'obligations spécifiques, notamment dans le cadre de l'hébergement de ces données. Ces données alors ces exigences sont de différentes natures. On va parler de la territorialité des données, de langue du support, de langue des contrats, de dispositifs renforcés en matière de protection et d'accès à ces données. La notion du respect du droit des personnes que l'on retrouve dans le RGPD, il est, il s'adjoint d'un certain nombre de dispositions spécifiques s'agissant de données de santé. Les exigences de traçabilité dans le cycle de vie des données est également renforcée. On l'a évoqué tout à l'heure, mais le respect de la PGSSIS en politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, est une obligation qui doit être respectée dans la mise en œuvre globale du système. Bref, c'est le fait que ces données soient des données de santé leur confère, les soumet au Code de la santé publique qui vient adjoindre des dispositions particulières qui viennent s'additionner aux réglementations qu'on a plutôt l'habitude de traiter, notamment s'agissant du RGPD. Un petit point d'attention quand même à avoir lorsqu'on met en œuvre ce type de système, c'est que la notion de données de santé à caractère personnel, c'est une notion qui, sans être totalement floue, en tout cas, elle peut avoir des portées que l'on n'imagine pas toujours. À savoir qu'il faut bien comprendre qu'une prescription est une donnée de santé à caractère personnel. Un mail d'un professionnel de santé peut être considéré comme une donnée de santé à caractère personnel. Tout simplement des prises de rendez-vous, donc les agendas de professionnels de santé peuvent être considérés comme données de santé à caractère personnel suivant les cas. Ça, c'est s'agissant du soin apporté aux données. Il faut savoir aussi que le législateur n'a aucunement prévu le fait qu'une offre HDS était réservée au fait de vouloir héberger des données de santé. C'est-à-dire qu'on peut vouloir aller chez un hébergeur HDS pour être hébergé dans un cadre sur une offre d'hébergement HDS, tout simplement à partir du moment où on souhaite voir appliquer un certain nombre de dispositions qui semblent intéressantes au titre de la protection des données et des systèmes que l'on souhaite voir héberger.
Super, merci Aurélien. Du coup, je vais prendre la suite. On va passer sur la question de comment choisir son hébergeur de données de santé. Alors avant de se poser la question de comment le choisir, on va déjà se poser la question: «Est-ce que je dois le sous-traiter ou pas?» Parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a aucune obligation, enfin il y a des obligations, mais si les données sont, traitées, directement par exemple chez vous dans vos locaux on-premise, vous n'avez pas forcément d'obligation, d'aller vers de l'hébergement. C'est une fois que vous souhaitez vraiment l'héberger que vous devez vous conformer et trouver un hébergeur HDS. Alors pourquoi déjà aller vers de l'hébergement et non pas, traiter soi-même cette donnée-là? Bah, déjà ça permet de se concentrer sur son cœur de métier. En général, c'est assez rare, voilà que le cœur de métier soit de l'hébergement, ou de l'informatique au sens plus large. Donc de trouver justement et d'aller vers de l'hébergement HDS, ça permet déjà de se concentrer nous-mêmes sur son corps de métier. Et ensuite, ça permet également une réduction des coûts, notamment au travers de toutes les actions complexes que cela peut demander. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous souhaitez vous conformer et être aussi bien équipé et armé qu'un hébergeur HDS, vous allez avoir déjà une notion de coût en termes d'infrastructure. C'est-à-dire que vous allez avoir potentiellement des infrastructures supplémentaires à aller chercher et également en termes de moyens humains. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de compétences et d'humains derrière pour faire tourner ça et forcément, bah, les coûts vont s'associer à tout cela. Donc une fois qu'on a pris cette décision, de passer sur un éditeur, enfin un hébergeur pardon, HDS, bah, forcément c'est un gage de confiance déjà, parce que nous on se conforme à des obligations réglementaires et au respect de cette législation. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes, suivis, à ce niveau-là et c'est un gage en fait, hein, qu'on vous apporte. Un regard exigeant par un tiers, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les hébergeurs HDS sont audités donc de manière obligatoire chaque année, sur leur certification afin de pouvoir, bah, continuer à garder cette certification-là et par exemple chez nous Access, on a également un second audit en fait, hein, qui est effectué par par un tiers, voilà pour être certain qu'on soit conforme. Et bien sûr, bah, c'est la garantie de disposer de services, bah, qui proposent des hauts niveaux de sécurité et de conformité. Parce que forcément, en tant qu'hébergeur, voilà, on dispose en général, hein, de plusieurs data centers. On propose, voilà, on a déjà ces moyens, humains et ces moyens, technologiques et physiques et forcément, bah, c'est un gage de confiance, d'aller sur ce type de prestataire-là. Donc une fois qu'on a fait ce choix de partir, l'objectif, hein, c'est un petit peu de vous guider sur, bah, comment le choisir. Alors on a retenu quelques points différenciants. Aujourd'hui, voilà, forcément, hein, les besoins de chacun vont être assez différents. Donc on a vraiment essayé de trouver des points différenciants au sens large qui pourraient convenir à tout le monde. Et nous, effectivement, on conseille plutôt d'opter sur un hébergeur certifié sur les 6 niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que du moment que vous souhaitez passer sur un hébergement, de vos données, donc un hébergeur HDS, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Tous les hébergeurs ne sont pas forcément certifiés sur tous les niveaux. En revanche, si vous souhaitez vous mettre en place avec un éditeur, enfin un prestataire HDS, un hébergeur, par exemple, qui ne serait uniquement, de niveau 1 et 2, bah, vous devrez en plus de ça, contractualiser avec un autre hébergeur qui soit certifié sur l'ensemble du reste des niveaux. Voilà. Donc dans tous les cas, il vous faut bien les 6 niveaux, de traitement au niveau de vos données HDS. Donc c'est pour ça qu'on conseille quand même un seul interlocuteur qui vous accompagne sur l'ensemble des 6 niveaux, ce qui est quand même bien plus simple pour vous à gérer sur votre projet. Ensuite, être accompagné pour formaliser au plus juste ses besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, voilà, quand on parle des métiers de l'hébergement, on n'a pas forcément notre métier, principal, hein, en tant que client, et formaliser ses besoins, c'est pas toujours, bah, très simple. On n'a pas forcément un cahier des charges ultra fourni et cetera. Donc c'est important d'être accompagné, alors soit par l'hébergeur lui-même, soit par des sociétés tiers pour justement, formaliser ces besoins-là et pouvoir à terme potentiellement faire un cahier des charges. Disposer d'un partenaire adapté et capable d'offrir un large panel de services. Donc là, on en vient effectivement, hein, sur l'hébergeur. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un besoin à un instant T qui soit assez restreint en termes de données HDS et d'hébergement HDS. C'est quand même important de voir un petit peu plus large pour voir si votre, hébergeur est en capacité à vous accompagner sur potentiellement des évolutions, voire même d'autres services. Donc c'est important quand même d'avoir, voilà, un éditeur qui puisse avoir quand même un large panel à ce niveau-là et pouvoir vous accompagner sur différents sujets.
Un autre point qui pour nous est très, très important, c'est ce qu'on appelle la qualité du service technique et du service client. C'est de savoir comment je traite avec mon prestataire, donc mon hébergeur, sur tout le long du contrat, de mon projet et notamment le support technique. Donc voilà, ça peut être important par exemple que le support technique ait les mêmes horaires que vous ou puisse s'adapter à vos horaires. Ça peut être important que voilà, que vous puissiez les joindre par téléphone ou plutôt par ticket, par mail. Enfin voilà, c'est tout un tas d'informations qui peuvent être, très importantes pour vous, parce qu'en général, on a affaire au support technique quand ça ne va pas et quand ça ne va pas, ben, c'est jamais les bons moments. Donc c'est toujours très important d'avoir un support technique adapté à son besoin. Donc en termes d'étapes clés et potentiellement des erreurs à éviter, là c'est pareil, on a essayé de fournir quelques étapes, voilà, sur des chantiers que vous auriez vous, pour le passage en fait, hein, d'un hébergement ou non ou, d'une nouvelle solution sur de l'hébergement HDS. La première partie, ça va être, plutôt la cartographie des données et également les risques associés à ces données-là. C'est-à-dire que vous, vous restez propriétaire bien sûr, hein, de ces données-là et c'est très, très important de savoir avant d'héberger où sont vos données et quels sont les outils qui les traitent. Déjà pour, être certain que vous soyez bien conforme, hein, tout ce qu'on a dit au niveau de l'ANS, au niveau de la RGPD et cetera et également pour en évaluer les risques, voilà, si, voilà, s'il se passe quelque chose à tel endroit, quels sont mes risques? Où sont mes données? Quelle est ma base de données? Qu'est-ce qui les traite? Donc cette cartographie, même simple, doit être faite, en amont de votre projet. Ensuite, définir ses besoins et établir une ébauche de cahier des charges. Alors, on a mis ébauche de cahier des charges parce que c'est pas forcément évident d'avoir un cahier des charges très, très précis de ce qu'on souhaite. En général, c'est aussi important d'échanger avec vos futurs prestataires là-dessus, mais au moins d'avoir un premier jet sur, qu'est-ce que vous souhaitez? Et dans le cahier des charges, on parle souvent de toute la partie technique, voilà ce que j'aimerais en termes de ressources, en termes d'espace disque, en termes de place. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi avoir, des besoins en termes, on l'a dit tout à l'heure, d'accès à vos données, de taux de disponibilité, d'accès à votre service client. Donc c'est important pour vous de mettre en avant, ces éléments-là dans un cahier des charges. Ça peut être aussi, un budget maximum par exemple. Voilà, ça va vous permettre vous déjà d'établir et d'être certain des points, sur lesquels vous souhaitez, être accompagné. Et ensuite, arriver au point suivant, c'est bien sûr la recherche et l'évaluation des hébergeurs susceptibles de vous accompagner. Sachant que l'ensemble de la liste, voilà, des hébergeurs certifiés HDS est disponible sur le site de l'ANS. On vous l'a mis sur le chat, donc si vous souhaitez, vous pouvez y aller. Alors il y en a une sacrée liste, je suis d'accord. C'est parfois pas évident de s'y retrouver, mais voilà, sachez qu'avec les quelques clés qu'on va vous donner déjà, sur la page par exemple de l'ANS, on peut tout de suite voir les niveaux de certification. Donc si effectivement vous cherchez, une personne avec les 6 niveaux, ça vous permet déjà de faire un premier tri. Point important ensuite, c'est partager un contrat de service non ambigu avec votre partenaire et votre prestataire. En fait, c'est très important cette partie-là parce que c'est dans ce contrat de service qu'il y aura, en fait, toutes les clauses, dont, on va avoir besoin d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas forcément un contrat qui est émis de votre part ou de la part de l'hébergeur, c'est simplement, voilà, contractualiser qu'est-ce que votre prestataire va faire pour vous et qu'est-ce que vous devez également faire au niveau de vos données ou ne pas faire au niveau de vos données parce qu'on est effectivement dans un cadre, voilà, très strict, très légal et c'est important justement d'avoir un contrat qui vous lie à ce niveau-là et qui ne soit pas ambigu pour la suite. Une fois que le contrat est partagé, et qu'on sait qu'on peut y aller, forcément, hein, il y a toute une partie planification et conception, des migrations de données. Donc là, c'est pareil, c'est de trouver un prestataire qui puisse, vous mettre un interlocuteur déjà, sur toute la partie, sur toute cette partie prestation, un chef de projet ou autre, qui puisse vous accompagner et qui vous aide à planifier et à concevoir ce cahier de migration, ce changement de migration. Pour ensuite arriver sur l'autre partie, bien sûr, qui est les tests et la validation, donc la mise en production de tout ça. Tout ça, c'est très important de le phaser. Vous pouvez vous aussi avoir des besoins en termes de délai, en termes de mise en service, peut-être le faire hors ouvré, le week-end, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est bien sûr des choses à anticiper en amont pour pouvoir effectivement, bien sûr, le mettre en place correctement ensuite. Et enfin, la dernière partie, ça va être la partie documentation et process, que ce soit de votre côté ou du côté de votre, partenaire. Pour nous, c'est quelque chose d'obligatoire de vous fournir de la documentation et surtout des process de traitement de toute la future vie de votre contrat. Voilà, comment on met à jour notre système, comment, on peut ouvrir un ticket, par quels moyens, quels sont les délais pour ça.
où se trouvent mes données. Voilà, tout ça, c'est important de le documenter, de le processer et bien sûr de le faire vivre tout le long du contrat. Parce qu'on peut se mettre d'accord à un instant T, voilà, un contrat, c'est fait pour vivre et ce sont le genre de documents justement qui vont, suivre un petit peu toutes les modifications qu'on peut apporter, à la solution et ça aussi, il y a un cadre, vraiment légal là-dessus et normé et votre partenaire doit être capable de vous accompagner là-dessus. En termes d'erreurs à éviter, alors, forcément, il y a des erreurs à éviter en termes, plutôt du côté de l'hébergeur, hein, ça c'est certain, mais également de votre côté sur la préparation plutôt à cette migration, on va dire, à cette recherche d'hébergeurs HDS. Aurélien en parlait tout à l'heure, la partie PSSIS, elle est très, très importante. Elle a beaucoup d'exigences, même si c'est très bien fait aussi au niveau du site de l'ANS, il y a quand même beaucoup de documents. Et ces documents-là sont vraiment à prendre en compte en amont, de votre part. Alors nous, forcément, on les connaît très bien parce que, forcément, on les a étudiés en détail pour la partie certification HDS, mais c'est important que vous les connaissiez également pour savoir quel est le périmètre dont vous êtes autorisé ou non sur le traitement de vos données. Parce que l'hébergeur ne vous garantit pas forcément tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous trouvez un hébergeur HDS que vous vous dites: «C'est bon, je peux me passer de tout le reste». On reste sur des données de santé et vous restez, vous, avec des obligations, en termes de traitement de ces données-là. Négliger la définition des besoins en amont, effectivement, il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour détailler un petit peu les besoins que vous pouvez avoir en termes de disponibilité, de volume, de performance, de backup. On peut parler de PRA, on peut parler de PCA, on peut parler de plein de choses. Ça, c'est quelque chose effectivement, avant la mise en place du contrat à bien, bien définir. Même si c'est amené à vivre, c'est-à-dire qu'il y a rarement des hébergeurs qui peut pas vous proposer voilà, des choses un petit peu scalables ou voilà, des ajouts de services et cetera. Mais il vaut mieux bien le définir en amont pour que le rendu, c'est-à-dire que voilà, le jour où on passe en mode test, ça corresponde bien à vos besoins. Les rôles et les responsabilités, on l'a vu un petit peu, hein, on en parle, un petit peu tout au long aussi, mais c'est vrai que c'est important que ce soit clair pour tout le monde. Quelles sont les responsabilités de l'hébergeur, dans le traitement des données? Quel est mon rôle? Soit en tant que praticien, soit en tant que centre soit en tant qu'établissement, soit en tant qu'éditeur. Voilà, chacun a ses rôles et ses responsabilités et c'est très, très important d'échanger là-dessus et de se mettre d'accord sur la suite. Et c'est également le cas sur la partie, DSCP. On en a parlé, hein, des données de santé à caractère personnel, les respects du RGPD, le site de l'ANS. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même quelque chose de très, très bien fourni de la part de l'ANS, et c'est la première chose à aller voir aujourd'hui, hein, c'est cette partie-là, c'est de se documenter selon, heu, nos propres, besoins. Comme tout à l'heure je disais, si on est un centre de santé, si on est, praticien, si on est éditeur, les besoins ne sont pas les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut bien que vous documentiez vous en amont, sachant qu'un hébergeur, dans tous les cas, pourra être, amené à vous accompagner si vous avez des doutes, si vous avez des questions, sur certains égards et certains sujets à ce niveau-là. Voilà pour moi. Alors, juste pour information, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, hein, tout le long, mais en Access en tant qu'hébergeur AGS, nous, on est effectivement bien certifié sur les 6 niveaux. Donc on peut vous accompagner sur l'ensemble de ces niveaux-là. C'est-à-dire vous proposer vraiment une solution clé en main qui couvre l'ensemble du cadre, légal, sur, beaucoup de prestations différentes, hein. Aujourd'hui, on a plus de 220 clients hébergés en HDS. Heu, voilà, ça va de plusieurs éditeurs, à de la solution finale pour certains établissements. On l'a vu, hein, la norme HDS peut être vraiment mise sur beaucoup de sujets. Vous pouvez avoir, voilà, comme service, on peut proposer par exemple de l'hébergement de fichiers avec du partage de fichiers aux normes HDS. Pour les éditeurs, bien sûr, on peut vous proposer des plateformes complètes, avec différentes technologies. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc on est présent, nous, principalement entre Paris, Lyon, Valence et Montbrison. Et nos data centers se situent, comme je l'ai dit un petit peu en entrée, sur Paris et sur Lyon. Voilà un petit peu pour ma part. On en a terminé avec la partie présentation. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas tous endormis et surtout que vous avez plein de questions à nous poser parce qu'on est là pour ça. Donc voilà, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser.
si vous avez des questions, voilà, peu importe laquelle, c'est le moment. On est à disposition pour vous, on lui laisse quelques minutes. Alors, on a une première question, de ce que je vois, de Sarah. Donc, bonjour. Si le logiciel que je souhaite héberger est sur GCP certifié HDS, est-ce que l'éditeur qui est aussi en charge de la correction du logiciel doit aussi être certifié HDS? Aurélien, je te laisse répondre. Ouais, alors aujourd'hui, non. Comment dire, pas une zone d'ombre, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas prévu que les éditeurs logiciels soient au périmètre des certifications HDS. Je pense que c'est principalement lié à la façon dont est née la norme, qui avait vocation surtout à encadrer les services d'hébergement à destination des établissements de santé qui souhaitaient aller chercher des hébergements dans le cloud. Et donc, étant propriétaires de données de santé eux-mêmes, en fait, ils ne sont pas forcément soumis à cette norme. En revanche, leurs prestataires le sont. Et de ce fait, aujourd'hui, les éditeurs tiers ne sont pas n'ont pas d'obligation à être certifiés HDS. En revanche, ils sont censés et ils doivent respecter la PSSIS au titre, la PGSSIS, pardon, au titre de toutes les exigences liées à la sûreté des développements et, et tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire la conception, le privacy by design, le security by design. Il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. J'espère avoir Super. répondu à la question. Ensuite, on a une nouvelle question. Accompagnez-vous des projets logiciels européens? Alors oui, sans problème, encore une fois, hein, tant que ça reste dans le cadre de la norme, qu'on puisse, voilà, des normes, hein, qui existent, mais on peut tout à fait, Access, vous accompagner sur des projets, des logiciels européens. Alors soit vous êtes éditeur et on peut vous accompagner, soit vous souhaitez, plutôt, voilà, un service complet, mais tout à fait, c'est tout à fait possible. Et ensuite, on a une partie, alors à partir de quand il sera obligatoire d'être HDS? Alors je ne sais pas si je comprends bien la question. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la norme HDS en fait existe depuis quand même assez longtemps. J'ai plus la date, mais avant qu'il y ait une certification sur différents niveaux, il y avait déjà une nécessité d'obtention d'un agrément. Donc Aurélien, peut-être que tu as un peu plus d'infos à ce sujet-là? Oui, l'agrément, enfin, je crois que les travaux ont commencé en 2007. Ce que je peux dire, s'agissant de l'agrément, hein, ce que je peux dire, c'est que l'agrément a été remplacé par un mécanisme de certification, donc, qui impose un audit par un tiers. Et ça s'était fait en 2018. Donc, on est déjà obligé d'être certifié HDS quand on traite des données de santé à caractère personnel. Voilà. Donc c'est déjà obligatoire et ça l'est depuis un bon petit moment. Et compte tenu de l'actualité sur la sécurité des données de santé, il faut s'attendre à ce que les pouvoirs publics, notamment au travers du bras armé qui est la CNIL, renforcent les dispositifs de surveillance et s'assurent de la laïcité, dirais-je, des modalités de mise en œuvre des systèmes d'information qui traitent des données de santé. Et quand je parlais d'actualité, c'est des ransomware sur des gros établissements de santé, des fuites de données, notamment dans des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, voilà. Tout à fait. L'actualité, effectivement, fait en sorte que, bah, voilà, on est de plus en plus restreint et c'est surtout de plus en plus contrôlé, en fait, hein. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, une question de Dorine. Existe-t-il un recensement des responsabilités qui incombe toujours au client d'un hébergeur certifié? Quelque chose de compréhensible par le client lambda. Alors, pas vraiment. Il existe un certain nombre de responsabilités claires qui incombent à l'hébergeur. Par contre, les responsabilités qui incombent au client, c'est compliqué parce qu'en fait, il faudrait refaire la liste de toutes les exigences qui incombent à n'importe qui à partir du moment où on met en œuvre un système d'information. Il faudrait mixer ITIL, COBIT, CMMI, enfin bon, très nombreux référentiels et en soustraire les obligations de l'hébergeur. Bon, c'est pas si évident que ça.
Aujourd'hui, j'ai pas de connaissance d'une documentation qui les traite. En revanche, la PGSSIS, j'y reviens, euh, met en lumière un certain nombre d'exigences qui portent sur les obligations qui incombent globalement à la mise en œuvre d'un système d'information. Il faut bien comprendre que quand on met en œuvre un système d'information, il y a toute une partie applicative, logiciel, développement, flux, architecture logicielle, qui est réalisée. L'aspect hébergement est en général réalisé par ce qu'on pourrait assimiler à une maîtrise d'œuvre déléguée, qui, elle, va prendre en charge un certain nombre d'exigences. Après, savoir qui fait quoi, c'est à négocier. Et cette négociation doit être clairement documentée. C'est ce qu'évoquait Michael précédemment dans la présentation, à savoir de l'importance de être clair en matière d'engagement de services et de répartir et d'avoir une vision claire des rôles et responsabilités entre le client et son hébergeur. Pour bonne partie, en général, ça se matérialise au travers d'un plan d'assurance sécurité dont la fourniture par l'hébergeur auprès de son client est une réglementation auquel il est tenu. Super. J'ai dit beaucoup de Merci mots. Aurélien, c'est précis. On a une question de Dominique. Pouvez-vous reprendre les points clés à mettre, je pense, dans un cahier des charges, s'il vous plaît? Alors, cahier des charges, forcément, hein, il va beaucoup dépendre de vos besoins, de ce que vous cherchez. Donc on pourrait en dire, je pense, pendant longtemps. Moi, ce que j'ai donné un petit peu comme exemple, hein, c'est bien sûr, c'est vos attentes en termes de technique, technique et technologique. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes éditeur et vous disposez d'une solution, vous allez demander à votre hébergeur une plateforme qui soit en capacité, on va dire, d'héberger votre logiciel et bien sûr d'avoir des traitements fluides, et cetera. Donc on va parler de ressources système. Donc ça va être une partie importante. Et après, il peut y en avoir d'autres, hein, elles sont toutes importantes, mais on a ce qu'on appelle le taux de disponibilité, qu'on appelle aussi SLA, qui est en fait la garantie que vous apporte votre hébergeur en termes de disponibilité de l'hébergement. Voilà, on parle souvent de 99,9%, de 99. En général, c'est des chiffres qui tournent autour de 99%. Mais la virgule après le 99 est très très importante parce qu'il y a une grosse différence entre un taux de disponibilité de 99 et de 99,9. Et en fait, selon ces prérequis-là pour vous, et votre hébergeur va mettre potentiellement un système différent. C'est là où on va parler effectivement de PRA, de PCA. Si vous avez des très très hauts besoins de niveau de disponibilité, votre hébergeur va vous accompagner et va vous mettre une infrastructure pour. Alors bien sûr, hein, qui dit taux de disponibilité très élevé dit forcément un budget différent. Voilà. Plus on va essayer d'être proche des 100%, plus la note peut être haute. Donc il y a ça, et puis après, il y a toute la partie, effectivement, ça peut être la partie service client. Est-ce que vous souhaitez pouvoir nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Voilà, il pourrait y en avoir plusieurs. Éventuellement, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être se recontacter et puis que je puisse vous faire une liste un petit peu plus détaillée sur cette partie-là. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Alors, si, quelles sont les fourchettes de coûts? Alors, les fourchettes de coûts, alors c'est pas une question facile pour moi. Je vais tenter d'y répondre sans trop faire de politique. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, même si on sort de l'HDS, l'hébergement, le coût de l'hébergement est forcément dépendant des services dont vous avez besoin vous. Voilà, si vous voulez du 24/24, 7 jours sur 7, si vous voulez une énorme infrastructure, forcément les coûts vont évoluer selon vos besoins. Ça, c'est la chose qu'on peut vous dire. Donc aujourd'hui, même de vous donner un coût en dehors de l'HDS sur de l'hébergement, je ne suis pas capable de le faire, sauf vraiment sur un produit fini en SaaS qu'on pourrait proposer. Mais même là, ça serait encore dépendant de pas mal de points pour vous. Sur la partie HDS, c'est exactement la même chose, en pire. Dans le sens où juste ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'un hébergement HDS sera forcément plus onéreux qu'un hébergement non HDS. Voilà, il y aura forcément une surcouche en termes de tarifs, de par le fait que ce soit plus sécurisé, donc c'est-à-dire que les hébergeurs ont des moyens supplémentaires là-dessus. Et puis voilà, ont forcément on va dire des
des évolutions technologiques, des comités produits, des moyens humains supplémentaires en fait, hein. On parle beaucoup de services humains. Derrière ça, il y a pas que des machines en fait dans l'hébergement HDS, hein, il y a aussi beaucoup, beaucoup de traitements, d'obligations. Tout n'est pas automatisé aujourd'hui et bien heureusement. Et en fait, voilà, on a encore beaucoup, beaucoup de process internes et donc d'humains qui font en sorte que, bah, les prix sont plus élevés en HDS que sur de l'hébergement, normal. Mais par contre, je vous invite effectivement à nous contacter. D'ailleurs, je remets nos coordonnées. Si voilà, si vous avez vraiment, vous, déjà quelques idées, en tête, on peut rapidement échanger et puis je peux rapidement vous, voilà, vous donner une fourchette de coûts pour un projet à vous. Hop. Alors pour l'instant, j'ai pas de nouvelles questions. Normalement, on a encore 5 minutes, alors je vais vous laisser un peu de temps. Bon, bah, écoutez, je vois qu'il y a pas de nouvelles questions. Je vais en profiter pour vous remercier de votre présence. Merci d'avoir pu participer à ce webinaire et puis, voilà, vous avez nos coordonnées ici. On vous transmettra également, l'ensemble de la présentation, à la fin du webinaire. Il y aura également le replay qui sera disponible bien sûr, hein, soit pour ceux qui souhaitent revoir un petit peu les points, soit pour ceux qui n'étaient pas présents et puis je vous remercie de votre écoute. Merci à tous. Bonne journée.